Mon médecin m'a tendu un papier plié avec ces mots. N'y retournez pas. Partez maintenant. Ce soir-là, j'ai appris la vérité. Ma propre famille voulait m'enfermer dans un établissement spécialisé et me dépouiller de tous mes biens. Mais ils ignoraient tout de ce que je cachais. Un secret qui allait tout bouleverser. Je m'appelle Rose Henderson. J'ai 70 ans. Pendant 45 ans, j'ai cru avoir élevé un fils qui se souciait vraiment de moi. Thomas est entré dans ma vie à l'âge de 2 ans. Abandonné par une autre personne, mon mari et moi avons choisi de l'adopter. Je lui ai tout donné, une bonne éducation, de l'affection et des décennies de labeur. À la mort de mon mari, il y a 10 ans, Thomas est devenu mon seul proche parent, avec sa femme Sandra et ma petite fille Emma. Mais ce mardi-là, lors de ce qui semblait être une simple consultation à la clinique, tout a basculé. Le docteur Michael Parker, le médecin en qui j'avais confiance depuis des années, m'a examiné comme toujours. Mais son comportement m'a paru étrange. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit ma tension, et il évitait de me regarder directement. « Vous vous portez bien, Madame Henderson », dit-il d'une voix tendue. « Vos résultats d'analyse sont excellents. Votre cœur est en bonne santé. Il vous reste encore de belles années à vivre. » Alors que je m'apprêtais à partir, je le sentis se rapprocher par derrière. Puis, tandis que je prenais mon sac, le docteur Parker y glissa discrètement un papier plié. Il fut si rapide que je faillis le rater. « Prenez soin de vous, Madame Henderson », dit-il en forçant un sourire. « Et souvenez-vous, la famille n'est pas toujours ce qu'on croit. » Ces paroles me glacèrent le sang. Que voulait-il me dire? Pourquoi m'avait-il glissé ce mot en secret? Je sortis le cœur battant la chamade, mais j'attendis d'être chez moi pour le lire. Pendant le trajet en taxi, mes pensées s'emballèrent. Le docteur Parker ne s'était jamais comporté aussi étrangement. Il était toujours calme et sérieux. Il connaissait ma famille depuis que Thomas était petit. Pourquoi m'envoyait-il des messages codés maintenant? Quand je suis arrivée à la maison, Thomas était assis au salon avec Sandra et Emma. Ils parlaient à voix basse, mais se sont tus dès qu'ils m'ont vu. Sandra tenait des documents et les a rapidement cachés derrière son dos. « Comment s'est passé ton rendez-vous, maman ?» demanda Thomas. Son sourire semblait forcé. « Tout s'est bien passé, mon fils », répondis-je en essayant de paraître naturel. Le médecin a dit que j'étais en parfaite santé. Sandra et Thomas échangèrent un regard. Je ne l'ai pas manqué. Pourquoi semblait-il si déçu? Espérait-il que le médecin dise que j'étais malade? C'est merveilleux, grand-mère, dit Emma d'un ton étrangement distant. Cela signifie que tu as encore beaucoup de temps devant toi. Ce soir-là, au dîner, je sentais que quelque chose n'allait pas. Thomas parlait à peine. Sandra répondait brièvement. Emma évitait mon regard. Une atmosphère pesante régnait. Y a-t-il un problème? Ai-je fini par demander. Non, maman. Tout va bien, répondit Thomas rapidement. On est juste épuisé. Après le repas, je suis allée dans ma chambre, mal à l'aise. Il se passait quelque chose, c'était certain, et le certificat médical me semblait soudain plus important. Les mains tremblantes, j'ai sorti le papier de mon sac et je l'ai ouvert. Ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Madame Henderson, votre famille est venue me voir hier. Sandra s'est renseignée sur votre état mental et m'a demandé si je pouvais écrire que vous aviez besoin d'une surveillance constante. Ils veulent vous placer en maison de retraite. Ils ont également posé des questions sur votre argent et vos biens. N'y retournez pas. Partez immédiatement. Docteur Parker. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Ma propre famille. Le fils que j'avais élevé de tout mon cœur. La belle-fille que j'avais traitée comme ma propre fille. Ma petite fille que j'adorais. Soudain, tout s'est éclairé. Les regards étranges. Les chuchotements. Les papiers cachés. Ils n'étaient pas contrariés parce que j'étais en bonne santé. Ils étaient furieux parce que le médecin avait refusé de les aider dans leur projet. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le moindre bruit dans la maison me faisait sursauter. Je suis restée éveillée, à l'écoute, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Comment la famille pour laquelle j'avais tout sacrifié pouvait-elle comploter contre moi? À 2 heures du matin, j'ai entendu des voix venant de la cuisine. Je me suis levée discrètement et me suis dirigée vers la porte de ma chambre.
J'entendais distinctement Thomas, Sandra et Emma parler à voix basse, mais assez fort pour que je comprenne chaque mot. Ce médecin incompétent n'a pas voulu nous aider, dit Sandra, l'air agacé. Je lui ai dit que la vieille perdait la tête, qu'elle oubliait parfois qui nous étions, qu'elle laissait le four allumé. Mais il a insisté sur le fait qu'elle allait parfaitement bien. Ne t'inquiète pas, ma chérie, répondit Thomas. On trouvera un autre médecin. Quelqu'un qui signera les papiers qu'il nous faut. Mais qu'est-ce qu'on fait d'elle en attendant, demanda Emma. J'ai déjà assuré ma place à l'université à l'étranger. J'ai besoin de cet argent maintenant, pas dans 5 ans, quand elle finira par décéder de vieillesse. Emma, fais attention à ce que tu dis, dit Thomas, d'un ton qui ne semblait pas trop contrarié. Mais tu n'as pas tort. Il faut faire vite. La maison vaut près d'un demi-million. Et avec sa retraite et ses économies, on pourrait bien vivre jusqu'à sa mort, conclut Sandra froidement. Écoute, je n'ai pas épousé quelqu'un de cette famille pour m'occuper d'une vieille femme désorientée. Je t'ai épousée parce que je pensais que tu hériterais bientôt. Mais ça fait 10 ans et elle est toujours là à dépenser notre argent. Notre argent, me répétais-je intérieurement, la colère montant en moi. Tout l'argent que j'avais gagné avec mon défunt mari, il le considérait comme le leur. Demain, j'appelle l'avocat, poursuivit Thomas. Je lui demanderai si on peut la déclarer incapable de gérer ses affaires sans l'accord d'un médecin. Il doit bien y avoir une solution. Et si ça ne marche pas, ajouta Sandra, on peut toujours lui rendre la vie impossible jusqu'à ce qu'elle accepte d'aller en maison de retraite. On lui enlèvera sa télé. On arrêtera de cuisiner pour elle. On la traitera comme le fardeau qu'elle est. Maman, c'est dur, dit Emma. Puis elle ajouta, franchement, j'en ai marre de faire semblant de m'intéresser à elle. Elle est toujours là, à poser des questions sur où on était et pourquoi on est en retard. C'est insupportable. Mes jambes se mirent à trembler. Je m'appuyai contre le mur, sentant tout s'effondrer. C'étaient ces gens-là pour qui j'avais travaillé 18 heures par jour quand Thomas était petit. Ces gens-là pour qui j'avais sacrifié mes rêves. Mes amitiés. Ma vie entière. Tu te souviens de mes 15 ans, continua Emma. Elle m'a acheté cette horrible robe orange et m'a obligée à la porter. Toutes mes copines se sont moquées de moi. À partir de ce jour-là, je me suis juré de me venger. Et ce qui me dérange le plus, ajouta Sandra, c'est qu'elle se vante sans cesse d'avoir été une mère formidable. De tout ce qu'elle a sacrifié pour Thomas. Comme une sainte. Mais la vérité, c'est qu'elle l'a adopté parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle s'est servie de lui pour combler le vide de sa vie. Ça suffit, dit Thomas. Mais sa voix était fatiguée, pas en colère. Écoute, dans une semaine, je vais lui dire. Je lui dirai qu'on a trouvé un très bel établissement pour elle. Que ce serait mieux pour elle d'être entourée de personnes de son âge. Et si elle refuse, on passe au plan B. C'est quoi le plan B? Demanda Emma. On va la rendre complètement folle, répondit Thomas froidement. On échange ses médicaments. On cache ses affaires. On lui dit qu'elle a fait des choses qu'elle n'a jamais faites. Dans un mois, n'importe quel médecin confirmera qu'elle est malade mentale. L'horreur de ces paroles me frappa de plein fouet. Il ne voulait pas seulement me voler, il voulait me briser le cœur. Ma dignité. Ma raison. Il voulait faire de moi ce qu'il prétendait que j'étais déjà. C'est parfait, dit Sandra, l'air enthousiaste. Et une fois qu'elle sera enfermée, on aura accès à tous ses comptes. On pourra vendre la maison, toucher sa pension et se débarrasser de tout sans que personne ne nous en empêche. Exactement, confirma Thomas. Et le mieux, c'est que personne ne se doutera de rien. Pour tout le monde, on sera la famille parfaite qui prend soin d'une grand-mère malade. Ils rirent. Tous les trois. Ils rirent comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Ils se moquaient de moi. De ma confiance. De mon amour inconditionnel. À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Pas mon cœur, il était déjà brisé à la lecture du certificat médical. Ce qui se brisa, c'était ma foi aveugle en la bonté. Ma foi en l'amour toujours réciproque. Ma foi en la famille sacrée. Dès demain matin, je fais des photocopies de toutes ces cartes, murmura Sandra. Comme ça, on pourra dépenser petit à petit sans qu'elle s'en aperçoive. Bonne idée, approuva Thomas. Et je vais éplucher tous ces papiers.
Il doit bien y avoir un testament quelque part qu'on pourrait modifier. Modifier comment? Demanda Emma. Disons simplement que grand-mère, dans son état second, a décidé de tout nous léguer parce que nous sommes les seuls à prendre soin d'elle, expliqua Thomas avec un sourire dans la voix. Papa, tu es génial, dit Emma avec admiration. Mais il faut faire attention. Et si quelqu'un se doute de quelque chose? Personne ne se doutera de rien, la rassura Sandra. Elle n'a pas d'amis. Pas de famille à part nous. C'est une vieille dame seule qui dépend entièrement de nous. Qui va la défendre? Ils avaient raison. Je n'avais plus d'amis proches. J'avais perdu contact avec la plupart d'entre eux lorsque je me suis consacrée entièrement à l'éducation de Thomas. Je n'avais pas de frères et sœurs. Mes parents étaient décédés depuis des années. J'étais complètement vulnérable. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de découvrir, c'est que je cachais un secret. Un secret qui allait bouleverser la donne. À la mort de mon mari, il m'a laissé bien plus que de l'amour et des souvenirs. Il m'a laissé une somme d'argent que j'avais dissimulée pendant toutes ces années. 2,2 millions de dollars sur un compte bancaire à l'étranger dont j'étais la seule à connaître l'existence. Sans compter 3 propriétés à l'étranger, acquises grâce à ces investissements. Je n'en ai jamais parlé à Thomas, car je voulais être sûre qu'il m'aimerait pour ce que j'étais, et non pour ce que je possédais. Je voulais qu'il trace son propre chemin. Qu'il soit indépendant. Mais maintenant, je comprenais ma naïveté. Il ne m'avait jamais aimé. Il avait simplement attendu patiemment ma mort pour hériter du peu qu'il croyait me posséder. Bon, dit finalement Thomas. Je crois que tout est clair. Demain, on met le plan à exécution. Et n'oubliez pas, devant elle, on continue à jouer la famille aimante qu'on a toujours prétendu être. Bien sûr, répondit Sandra. Je suis une bonne actrice. Je peux faire semblant de m'intéresser à elle encore un peu. J'entendis leurs pas se diriger vers leur chambre. Je restai là, figé, le certificat médical serré dans ma main. Il avait raison. Je devais partir. Mais je n'allais pas fuir comme une victime apeurée. J'allais partir comme une femme qui se réveille d'un cauchemar de 45 ans. J'allais élaborer la vengeance la plus parfaite qu'ils puissent imaginer. Je passai le reste de la nuit à faire des plans. Je ne fermais pas l'œil de la nuit. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais pleinement éveillée. Je savais que je devais agir vite et intelligemment. Ils avaient sous-estimé la vieille dame désorientée. Mais ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient réveillé la mauvaise personne. À 5 heures du matin, certaine que tout le monde dormait, j'ai discrètement sorti ma plus petite valise et n'y ai mis que le nécessaire. Mes papiers personnels, quelques vêtements de rechange, mes médicaments et surtout, le petit carnet où j'avais noté tous les détails de mes comptes secrets. Avant de partir, j'ai décidé de faire quelque chose qui me donnerait un avantage plus tard. J'ai sorti mon téléphone et activé l'enregistreur vocal. Puis, feignant d'avoir oublié quelque chose, j'ai traversé la maison en passant devant la chambre de Thomas et Sandra. Comme je m'y attendais, ils étaient déjà levés et chuchotaient à propos de leurs projets pour la journée. Sandra parlait de faire des copies de mes cartes, tandis que Thomas évoquait son rendez-vous avec l'avocat pour savoir s'il pouvait me faire déclarer incapable. « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» demanda Sandra, inquiète. « Impossible, répondit Thomas. Elle est trop âgée et trop naïve. Et puis, que pourrait-elle faire? Elle n'a nulle part où aller. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'amis. Nous sommes tout ce qui lui reste. C'est triste, ajouta Sandra avec mépris. Une femme de 70 ans complètement dépendante de nous. Parfois, j'ai presque pitié d'elle. Mais ensuite, je me souviens qu'elle a choisi cette vie. Elle aurait pu se remarier après la mort de son mari. Mais elle a choisi de rester ici, d'être la grand-mère parfaite. Et maintenant, elle va payer pour ce choix, conclut Thomas froidement. Parfait. J'avais enregistré suffisamment de choses pour les détruire. Après cela, je rangeai le téléphone et finis de me préparer à partir. Je laissai un mot sur la table de la cuisine. Je suis parti faire quelques courses. Je reviens plus tard. Rose. Je savais qu'il ne se douterait de rien. Après tout, une vieille dame désorientée préparant une évasion stratégique, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient envisagé. J'ai pris un taxi pour la banque la plus proche. C'était mercredi matin, et je savais que j'avais quelques heures avant que ma famille ne se rende compte que quelque chose clochait.
À la banque, j'ai retiré une grosse somme d'argent et vérifié que mes comptes secrets étaient toujours intacts. L'employée, une jeune femme nommée Lisa, m'a regardé avec curiosité lorsque j'ai demandé à retirer 5 000 $ en espèces. « Vous êtes sûre, madame ?» a-t-elle demandé avec une sincère inquiétude. « C'est une grosse somme à transporter. »« Absolument sûre, » ai-je répondu fermement. « J'ai des affaires personnelles à régler. » Après la banque, j'ai pris un autre taxi pour l'hôtel le plus cher de la ville. Je savais qu'il me fallait un endroit où je me sentirais en sécurité pour planifier la suite. L'hôtel Royal Plaza était parfait, privé, confortable et offrant des services qui me permettraient de préserver mon intimité. « Combien de temps comptez-vous rester chez nous ?» La réceptionniste, une femme élégante d'une quarantaine d'années, me demanda. « Je ne sais pas, » répondis-je. « Cela pourrait prendre une semaine. Cela pourrait prendre plusieurs mois. Cela dépend de l'évolution de certaines questions familiales. » Elle hocha la tête avec une compréhension professionnelle et m'attribua une suite au 10e étage. Dans l'ascenseur, j'éprouvais un mélange de peur et d'excitation. Pour la première fois depuis des décennies, je prenais des décisions uniquement pour moi-même. La suite était magnifique. Spacieuse, avec vue sur la ville, élégamment décorée et équipée de tout le nécessaire. Assise sur le canapé du salon, je laissais libre cours à mes émotions pour la première fois depuis la veille. Je pleurais. Je pleurais pour les 45 années passées à élever un fils qui me considérait comme un obstacle. Je pleurais pour l'humiliation subie sans m'en rendre compte. Je pleurais pour la femme que j'étais avant de devenir la grand-mère parfaite qu'il détestait. Mais après avoir pleuré, j'essuyai mes larmes et commençai à faire des projets. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à lister tout ce que je devais faire. Premièrement, contacter mes conseillers financiers à l'étranger pour activer mes comptes. Deuxièmement, engager le meilleur avocat de la ville. Troisièmement, trouver un détective privé qui pourrait m'aider à documenter tout ce que ma famille avait fait et projetait de faire. À 14 heures, mon téléphone sonna. C'était Thomas. « Maman, où es-tu ? Il est 14 heures et tu n'es toujours pas rentrée. » Sa voix était inquiète, mais je percevais l'irritation sous-jacente. « Je vais bien, mon fils, » répondis-je calmement. « J'ai décidé de prendre une journée pour moi. Ça fait longtemps. » « Une journée pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où es-tu exactement ? » Sa voix était clairement agacée. « Je suis en ville pour régler des affaires personnelles. » Mentis-je en partie. « Ne t'inquiète pas. Je rentre dès que j'ai fini. » « Maman, ce n'est pas ton genre. Tu nous dis toujours où tu vas. » Sandra s'inquiète, et Emma aussi. On a besoin de savoir où tu es. Pour la première fois depuis des années, j'entendis quelque chose dans sa voix qui me surprit. De la panique. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il était inquiet car il avait perdu le contrôle de moi. « Tu sais quoi, Thomas ? » dis-je d'un calme qui me surprit moi-même. « J'ai 70 ans. Je pense être assez grande pour décider de mes propres déplacements et de mes propres activités. » Un silence suivit. « Maman, tu me fais peur. Tu n'es pas dans ton état normal. Prends-tu tes médicaments ? Demanda-t-il. Et dans cette question, je perçus le début de leur stratégie. Il était déjà en train de semer l'idée que je n'allais pas bien mentalement. « Je vais parfaitement bien, mon fils. »« Je n'ai jamais été aussi bien, » répondis-je, et je raccrochai. J'éteignis immédiatement mon téléphone. Je savais qu'ils allaient m'appeler sans cesse, et j'avais besoin de tranquillité pour faire ce que j'avais à faire. Cet après-midi-là, j'engageai le cabinet d'avocats le plus réputé de la ville. L'avocat principal, un homme d'une 50aine d'années nommé M. Charles Bryant, m'a reçu personnellement lorsque j'ai mentionné le montant que j'étais prête à payer pour ses services. « J'ai besoin d'une protection juridique complète », ai-je expliqué. Ma famille tente de me faire déclarer incapable de gérer mes affaires afin de s'emparer de mon argent. Mais j'ai des enregistrements qui prouvent qu'il s'agit d'un complot. Monsieur Bryant a écouté attentivement les enregistrements que j'avais réalisés le matin même. Son expression s'est faite de plus en plus grave. « Madame Henderson, c'est très grave », a-t-il finalement déclaré. « Votre famille prépare des actes de maltraitance envers une personne âgée, un complot en vue de commettre une fraude, et potentiellement de falsification de documents. Nous pourrions les poursuivre au pénal. » « C'est exactement ce que je veux »,
ai-je répondu avec détermination. Mais je dois m'y prendre stratégiquement. Je veux qu'il paie, mais je veux que ce soit le plus douloureux possible. Monsieur Bryant a souri. C'était le sourire d'un homme qui avait trouvé une affaire qui le passionnait. Madame Henderson, je pense que nous allons très bien travailler ensemble, dit-il. Je vais affecter ma meilleure équipe à votre dossier. Mais je dois vous demander de tout me dire. Absolument tout. Je lui ai parlé de l'adoption de Thomas. De mon mari. Des années de sacrifice. De l'argent caché. De tout. Monsieur Bryant prenait des notes avec soin. Savez-vous exactement combien d'argent vous avez sur vos comptes secrets? Me demanda-t-il. 2,2 millions de dollars en liquide, plus 3 propriétés à l'étranger d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars, répondis-je. Monsieur Bryant cessa d'écrire et me regarda avec un respect renouvelé. Madame Henderson, vous n'êtes pas seulement une victime de violences familiales. Vous êtes une femme très forte, sous-estimée par votre famille. Nous allons utiliser cette force pour leur donner une leçon. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri sincèrement. La bataille avait commencé. Mais maintenant, j'avais les bonnes armes. Ce soir-là, bien au chaud dans ma suite d'hôtel, j'ai allumé mon téléphone pour consulter mes messages. J'avais 37 appels manqués de Thomas, 15 de Sandra et 8 d'Emma. Les SMS devenaient de plus en plus alarmistes. Maman, réponds-nous, s'il te plaît. On est très inquiet. Rose, si tu ne réponds pas, on appelle la police. Mamie, où es-tu? Papa dit que tu vas avoir des ennuis. J'ai décidé de ne répondre qu'à Thomas. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Je reviens quand je serai prête. La réponse ne s'est pas fait attendre. Maman, ce n'est pas normal. Tu dois rentrer tout de suite. Sandra a préparé ton plat préféré. Son plat préféré, comme si, après 45 ans, il ignorait que Sandra ne m'avait jamais rien cuisiné de spécial. Encore un mensonge. Encore une manipulation. Le lendemain, M. Charles Bryant m'a appelé tôt. Madame Henderson, j'ai des nouvelles intéressantes. Mon détective privé a déjà commencé à travailler sur votre dossier et a découvert quelque chose d'important. Votre belle-fille, Sandra, utilise vos informations personnelles pour demander des cartes de crédit à votre nom depuis 6 mois. Quoi? M'exclamai-je, sentant la colère monter en moi. Elle possède 5 cartes de crédit que vous n'avez jamais autorisées, pour un total de 43 000 dollars de dettes. Des achats dans des boutiques de luxe, des restaurants chics, et même un voyage à Miami le mois dernier, expliqua l'avocat. Mais je ne suis jamais allé à Miami, dis-je, perplexe. Si, madame. Ils y sont allés. Votre famille a passé une semaine de vacances avec votre argent, en vous disant qu'il rendait visite à la mère malade de Sandra. Le souvenir me frappa de plein fouet. Je me souvenais parfaitement de cette semaine. Sandra avait pleuré, disant que sa mère était très malade et qu'il fallait aller s'occuper d'elle d'urgence. Je leur avais donné de l'argent pour le voyage, en plus de ce qu'ils m'avaient déjà volé avec les fausses cartes de crédit. Monsieur Bryant, qu'a découvert d'autre votre enquêteur? Demandai-je, redoutant la réponse. Votre fils Thomas a perdu son emploi il y a 8 mois, mais il ne vous l'a jamais dit. Il vit de vos économies et de votre pension. Nous avons également découvert qu'il a déjà contacté 3 médecins différents pour en trouver un qui accepte de certifier que vous souffrez de démence. Chaque révélation était un coup plus profond. Non seulement ils avaient prévu de me voler, mais ils me volaient déjà depuis des mois. Non seulement ils voulaient me faire déclarer fou, mais ils avaient déjà commencé les démarches. Et ma petite fille Emma? Demandai-je, la voix brisée. Elle aussi a ses secrets, Madame Henderson. Elle est enceinte de 3 mois, mais elle ment à ses parents sur l'identité du père. Apparemment, le vrai père est un homme marié de 50 ans qui avait promis de quitter sa femme, mais qui ne veut plus rien avoir à faire avec l'enfant. Oh mon Dieu, murmurai-je. Ma petite fille, celle que j'avais aidé à élever, était prise dans une situation qui risquait de ruiner son avenir. Ce n'est pas tout, poursuivit Monsieur Bryant. Sandra a une liaison avec votre voisin Mark depuis 2 ans. Mon enquêteur possède des photos et des vidéos qui le prouvent. Mark, le mari de Linda? Demandai-je, me souvenant de la gentille voisine. Exactement.
Apparemment, Sandra et Marc se retrouvent dans un motel les mardis et jeudis après-midi, pendant que Thomas croit qu'elle est à son cours de yoga. L'ironie était cruelle. Pendant qu'ils complotaient pour détruire ma vie en me faisant passer pour folle, chacun d'eux vivait dans le mensonge, ce qui les rendait bien pire que je ne l'aurais jamais imaginé. Monsieur Bryant, je veux que vous documentiez tout cela, lui dis-je avec une détermination renouvelée. Chaque mensonge, chaque vol, chaque trahison. Je veux des preuves de tout quand viendra le moment de les confronter. Bien sûr, Madame Henderson. Mais j'ai une suggestion. Au lieu de les confronter immédiatement, que diriez-vous de les laisser creuser leur propre tombe? Cet après-midi, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, m'acheter de nouveaux vêtements. Je suis allée dans les boutiques les plus chics de la ville et j'ai acheté 3 magnifiques robes. Une élégante robe bleu marine, une rouge vif et une vert foncé qui me donnaient une allure incroyable. J'ai aussi acheté de nouvelles chaussures, un sac à main en cuir véritable et je me suis même fait coiffer dans le salon le plus huppé de la ville. La coiffeuse, une jeune femme nommée Amy, s'est occupée de mes cheveux pendant 3 heures. Madame, vous avez de magnifiques cheveux, me dit-elle en travaillant. Pourquoi les avez-vous autant négligés? Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que ça ne valait pas la peine de prendre soin de moi, répondis-je honnêtement. Je pensais que mon seul but était d'être la grand-mère invisible qui s'occupe de tout le monde. Eh bien, c'est fini, déclara Amy fermement. Quand j'aurai fini avec vous, vous ressemblerez à la reine que vous avez toujours été. Et elle avait raison. Quand je me suis regardée dans le miroir, je ne me suis pas reconnue. Mes cheveux avaient une coupe moderne et élégante, avec des mèches qui illuminaient mon visage. J'avais l'air rayonnante. Ce soir-là, au restaurant de l'hôtel, j'ai décidé d'appeler Thomas. Maman, enfin! Où étais-tu passé? Sa voix était furieuse, pas inquiète. Je prenais soin de moi, mon fils, répondis-je calmement. Tu sais, ça fait des années que je n'ai pas pris de temps pour moi. Ça m'a ouvert les yeux. Maman, il faut que ça cesse. Tu ne peux pas disparaître comme ça. On est ta famille. On a le droit de savoir où tu es. Un droit? Ai-je répété, laissant planer le doute. Depuis quand ma famille a-t-elle un droit sur moi? Depuis que tu te comportes bizarrement, a-t-il répondu. Et voilà, il essayait encore de me faire croire que j'étais instable mentalement. Bizarre? Ça te paraît bizarre qu'une femme de 70 ans décide de prendre quelques jours pour elle? Oui, quand cette femme n'a jamais rien fait de tel auparavant. Maman, je pense que tu devrais consulter un spécialiste. Tu te comportes très étrangement. Un spécialiste? Ai-je demandé, feignant la confusion. Quel genre de spécialiste, Thomas? Un psychologue, maman. Quelqu'un qui peut t'aider avec ces changements de comportement. Parfait. Il avouait ses intentions lors d'un appel que j'enregistrais. Tu sais quoi, fiston? Tu as raison. J'ai besoin d'une aide spécialisée, lui dis-je. Et j'entendis son soupir de soulagement à l'autre bout du fil. Je suis content que tu comprennes, maman. Oui, je comprends parfaitement. J'ai besoin d'un spécialiste en fraude familiale. D'un spécialiste en maltraitance des personnes âgées. Et d'un spécialiste en manipulation psychologique. Parce que c'est exactement ce que vous m'avez tous fait. Le silence était total à l'autre bout du fil. Maman, de quoi parles-tu? Je parle du fait que je sais tout, Thomas. Je sais pour les fausses cartes de crédit que Sandra a prises à mon nom. Je sais pour ton plan de me faire déclarer incapable. Je sais pour les médecins que tu as contactés. Je sais tout. Maman, c'est absurde. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je crois que tu as vraiment besoin d'aide médicale. Tu sais ce que je sais d'autre, Thomas? Je sais que tu as perdu ton travail il y a 8 mois et que tu vis à mes crochets en me mentant effrontément. Je sais pour le voyage à Miami que tu as payé avec mon argent volé. Je sais plein d'autres choses qui vont te surprendre quand tu les verras au tribunal. Tu te fais des idées, dit-il, mais sa voix n'était plus assurée. Tu te fais des idées? Hier soir, je t'ai entendu comploter pour me rendre folle en changeant mes médicaments. C'est mon imagination, ça aussi? Cette fois, le silence fut encore plus long. Maman, rentre à la maison. On peut en parler en famille. Non, Thomas. On n'est plus une famille. Une famille ne te trahit pas comme tu m'as trahi.
Une famille ne planifie pas la destruction mentale d'un de ses membres pour lui voler son argent. Maman, s'il te plaît. Je vais te donner une seule chance de tout avouer, de t'excuser sincèrement et de me rendre chaque centime que tu m'as volé. Si tu fais ça, peut-être, juste peut-être, que je pourrai te pardonner. On n'a rien à avouer, répondit-il. Mais sa voix tremblait. Alors on se reverra au tribunal, fiston. Bonne nuit. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une paix intérieure profonde. La guerre était officiellement déclarée, et j'avais toutes les armes. Les jours suivants furent un véritable tourbillon d'émotions. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma famille m'appelait désespérément. D'abord, ils ont tenté la méthode douce. Des messages d'Emma en pleurs, me disant combien je lui manquais. La voix brisée de Sandra, qui me demandait pardon pour tout malentendu. Et les supplications de Thomas, qui me suppliait de rentrer pour que tout s'éclaircisse. Devant l'échec de cette stratégie, ils sont passés à la peur et aux menaces. Thomas m'a laissé un message vocal. « Maman, si tu ne rentres pas immédiatement, nous allons devoir engager des poursuites judiciaires pour te protéger de toi-même. Ton comportement étrange nous oblige à envisager une tutelle légale. » Même Charles Bryant m'y avait préparé. « Madame Henderson, laissez-les déposer la demande de tutelle », m'a-t-il conseillé lors d'une de nos rencontres. Ce sera la meilleure preuve que nous puissions avoir de leurs véritables intentions. De plus, nous avons déjà 3 psychiatres indépendants qui ont certifié que vous êtes en parfaite santé mentale. Entre-temps, mon détective privé était très occupé. Chaque jour, je recevais de nouveaux rapports qui me choquaient plus que je ne l'aurais cru possible. Madame Henderson, m'a-t-il dit lors de notre rendez-vous de vendredi, votre famille a considérablement accéléré ses plans depuis votre disparition. Hier, Thomas s'est rendu à votre banque pour tenter d'accéder à vos comptes, prétextant que vous aviez fait une dépression nerveuse et qu'il devait gérer temporairement vos finances. Et que lui a répondu la banque? Ai-je demandé. Heureusement, le directeur de la banque est très professionnel. Il a dit à Thomas qu'il aurait besoin de documents légaux officiels pour effectuer la moindre modification sur vos comptes. Mais Thomas a tellement insisté qu'ils ont dû lui demander de partir. Il y a autre chose. Oui. Sandra vend vos affaires. Hier, j'ai vu qu'elle avait mis en vente plusieurs de vos meubles anciens sur un site de vente en ligne. Elle a aussi essayé de vendre votre collection de bijoux à un prêteur sur gage, mais l'expert a refusé car il était évident que les pièces appartenaient à une personne âgée, et Sandra n'a pas pu prouver qu'elle avait l'autorisation de les vendre. Mon cœur battait la chamade. Ces bijoux étaient des cadeaux de mon défunt mari, des pièces uniques qu'il avait collectionnées pendant des décennies. Et ma petite fille Emma? Demandai-je, la gorge serrée. C'est elle qui est la plus active. Elle raconte à ses amis que vous souffrez de perte de mémoire importante et que la famille envisage de vous faire interner. Elle utilise aussi cette histoire pour emprunter de l'argent à plusieurs personnes, en disant qu'elle a besoin d'argent pour payer les soins médicaux de sa grand-mère. Chaque révélation était plus douloureuse que la précédente. Non seulement il me volait, mais il détruisait ma réputation et utilisait ma prétendue maladie pour manipuler les autres. Mais voici le plus intéressant, poursuivit l'enquêteur. Hier soir, ils ont rencontré chez vous un homme que nos sources ont identifié comme étant Kevin Walsh, un faussaire de documents bien connu dans le milieu criminel de la ville. Un faussaire? Demandai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. Apparemment, il projette de falsifier des documents médicaux attestant de votre incapacité mentale. Kevin Walsh est spécialisé dans la création de faux dossiers médicaux et la falsification de signatures de médecins. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Non seulement ils voulaient me voler, mais ils étaient prêts à commettre plusieurs crimes graves pour y parvenir. Monsieur Bryant, dis-je au téléphone cet après-midi-là, je pense qu'il est temps d'accélérer les choses. Si nous attendons plus longtemps, ils auront de faux documents qui pourraient compliquer la situation. Je suis d'accord, Madame Henderson. Êtes-vous prête pour la deuxième phase de notre plan? La deuxième phase était d'une simplicité géniale. Au lieu de les affronter directement, nous allions les laisser se démasquer publiquement. Lundi matin, je me suis habillée de ma nouvelle robe bleu marine élégante, j'ai mis mes plus beaux bijoux et je me suis rendue dans l'agence immobilière la plus réputée de la ville. J'avais pris rendez-vous pour visiter des propriétés de luxe, et plus précisément des maisons valant plus d'1 million de dollars.
Madame Henderson, me salua l'agent immobilier, un homme élégant nommé Paul. Enchanté de faire votre connaissance. Je crois comprendre que vous souhaitez acquérir une propriété de grande valeur. C'est exact, répondis-je avec assurance. Je cherche une maison qui reflète cette nouvelle étape de ma vie. Quelque chose d'élégant, de moderne, avec une bonne sécurité. Parfait. J'ai 3 propriétés qui pourraient vous intéresser. Ce que Paul ignorait, c'est que mon détective privé avait tout orchestré à la perfection. À 11 heures du matin, précisément au moment où nous devions visiter la 2e propriété, Thomas, Sandra et Emma se présentèrent comme par hasard à la même agence immobilière. Nous étions en pleine visite d'une somptueuse demeure lorsque j'entendis des voix familières à l'entrée principale. « Excusez-moi, dis-je à Paul. Je crois que des connaissances viennent d'arriver. » En descendant dans le hall, nous les vîmes là, tous les 3, tirés à 4 épingles, en pleine conversation avec un autre agent immobilier. « Nous sommes intéressés par la vente d'une propriété, dit Thomas. C'est la maison de ma mère, mais elle est malade, et nous avons l'autorité légale pour gérer ses affaires. » L'autorité légale. Pourriez-vous me montrer les documents? Demanda l'agent. Eh bien, nous sommes encore en train de traiter les papiers officiels, répondit Sandra nerveusement. Mais ce n'est qu'une question de jours. Nous voulons prendre de l'avance sur l'estimation. Salut la famille, lançai-je à voix haute depuis l'escalier. Tous 3 se retournèrent en même temps, et leur visage horrifié était digne d'un film. Thomas devint livide. Sandra resta bouche bée sans un mot. Et Emma recula d'un pas. « Maman, balbutia Thomas. Qu'est-ce que tu fais ici? » La même chose que toi, apparemment, répondis-je calmement en descendant les escaliers. Sauf que j'achète, je ne vends pas. Paul, mon agent immobilier, s'approcha avec un sourire professionnel. Connaissez-vous ces gens, Madame Henderson? Malheureusement, oui, répondis-je. C'est ma famille. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à récemment. Maman, il faut qu'on parle, dit Thomas, essayant d'avoir l'air autoritaire, mais sans y parvenir. De quoi, Thomas? Du fait que tu comptais vendre ma maison sans ma permission? Des faux documents que tu es en train de traiter? Ou de cette fameuse autorisation légale dont tu parles et qui n'existe pas? L'autre agent immobilier semblait perplexe et visiblement mal à l'aise. Excusez-moi, l'interrompit-il. Mais s'il y a un litige concernant la propriété, nous ne pouvons pas procéder à l'estimation tant que ce n'est pas réglé. Il n'y a pas de litige, dit Sandra désespérément. C'est juste qu'elle n'est pas dans son état normal ces derniers temps. Je n'ai pas été dans mon état normal, répétai-je à voix haute, m'assurant que tout le monde dans le bureau m'entende. C'est pour ça que je suis là à acheter une maison à $1,5 million avec mon propre argent. Paul en resta bouche bée. $1,5 million, murmura Emma. Oh oui, ma chère petite fille, dis-je avec un doux sourire. Il s'avère que ta grand-mère, si confuse, est bien plus riche que tu ne le pensais. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Monsieur Bryant. Monsieur Bryant, je suis chez Wilson Real Estate Associates. Ma famille est ici et tente de vendre ma propriété sans autorisation, prétendant avoir autorité légale sur mes affaires. Pourriez-vous envoyer quelqu'un de votre agence pour constater la situation? Bien sûr, Madame Henderson. Quelqu'un sera là dans un quart d'heure. Je raccrochai et regardai ma famille avec un calme qui me surprit moi-même. Maintenant, nous allons attendre l'arrivée de mes avocats, annonçai-je. Ils vont expliquer à tout le monde ici quels documents légaux vous possédez, comment vous les avez obtenus et pourquoi vous pensez avoir le droit de vendre ma propriété. Thomas tenta de s'approcher de moi. Maman, c'est un malentendu. On peut régler ça à la maison. Non, dis-je fermement en reculant d'un pas. Il n'y a plus rien à régler à la maison. Je n'ai plus de maison, du moins pas avec toi. Sandra se mit à pleurer, mais c'était des larmes de panique, pas de tristesse. Rose, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Pour mon propre bien? Ai-je demandé en haussant le ton. Me voler de l'argent avec de fausses cartes de crédit, c'était pour mon propre bien? Falsifier des documents médicaux, c'était pour mon propre bien? Engager un criminel pour falsifier mon dossier médical, c'était pour mon propre bien?
Chaque accusation résonnait comme une bombe dans le hall de l'agence immobilière. Les autres clients et employés s'étaient arrêtés pour écouter, et je pouvais lire l'horreur et le dégoût sur leurs visages. On ne sait pas de quoi vous parlez, mentit Emma désespérément. Vraiment. Je sortis mon téléphone et passai un des enregistrements que j'avais faits. La voix de Thomas emplit l'espace. On la rend complètement folle. On échange ses médicaments. On cache ses affaires. On lui dit qu'elle a fait des choses qu'elle n'a jamais faites. Dans un mois, n'importe quel médecin confirmera qu'elle est mentalement instable. Un silence total s'installa dans l'agence immobilière. Je voyais le dégoût et la colère se peindre sur les visages des employés et des clients. Cet enregistrement est illégal, hurla Sandra, hystérique. Pas dans cet état, répondis-je calmement. Et certainement pas lorsqu'il est enregistré pour empêcher un crime en préparation. À ce moment-là, 2 avocats du cabinet de M. Bryant arrivèrent accompagnés d'un notaire. Madame Henderson, nous sommes de Bryant et associés. Nous avons cru comprendre que certaines personnes ici prétendent avoir autorité légale sur vos affaires. C'est exact, répondis-je. Je souhaite que vous établissiez officiellement que ces 3 personnes n'ont aucun pouvoir légal sur moi, mes biens ou mes finances. Et que toute tentative d'exercer une telle autorité est une fraude. L'un des avocats s'adressa à Thomas. Monsieur, pourriez-vous me montrer les documents qui justifient votre autorisation de vendre la propriété de Madame Henderson? Thomas resta bouche bée, comme un poisson hors de l'eau. Nous sommes en train de... Autrement dit, ils n'ont aucun document, déclarai-je. Parce qu'ils n'ont aucune autorité. Ce qu'ils ont, c'est un plan criminel pour me voler tout ce que je possède. L'humiliation publique à l'agence immobilière n'était que le début. Lorsque nous sommes sortis de l'immeuble, ma famille m'a suivi dans la rue, criant et suppliant tour à tour. « Maman, attends !» cria Thomas. « On ne peut pas arranger ça? C'est juste un terrible malentendu. »« Mamie, s'il te plaît !» pleura Emma. « Je t'aime. Tu ne peux pas nous faire ça. » Sandra, quant à elle, avait complètement changé d'attitude. Elle ne feignait plus l'amour ni la compassion. « Tu es une vieille aigrie !» me cria-t-elle alors que je montais dans mon taxi. « Tu nous as utilisés pendant toutes ces années. Thomas t'a donné les meilleures années de sa vie, et c'est comme ça que tu le remercies. »« Les meilleures années de sa vie ?» me demandai-je en me tournant vers elle depuis la fenêtre du taxi. « Tu veux dire les années où j'ai travaillé 18 heures par jour pour le faire vivre? Les années où j'ai sacrifié ma carrière, mes amis, ma vie sociale pour l'élever? Ces années où tu as choisi de l'adopter, répliqua Sandra avec venin dans la voix. Personne ne vous a forcé. Et maintenant, vous agissez comme si nous vous devions une gratitude éternelle. Je n'attends pas de gratitude de votre part, ai-je rétorqué d'un calme glacial. J'attends simplement que vous ne me voliez pas, que vous ne me trahissiez pas et que vous ne cherchiez pas à me rendre folle pour récupérer mon argent. Apparemment, c'était trop demandé. J'ai dit au chauffeur de taxi de démarrer, laissant ma famille crier sur le trottoir. Cet après-midi, M. Bryant m'a convoqué à son bureau pour une réunion urgente. Madame Henderson, j'ai une nouvelle extraordinaire, a-t-il dit avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Votre famille a commis une grave erreur après l'incident à l'agence immobilière. Quel genre d'erreur? Dans leur désespoir, Thomas est allé directement voir le faussaire Kevin Walsh et lui a versé 50 000 $ d'avance pour accélérer la fabrication de vos faux documents médicaux. 50 000 $? D'où sortent-ils autant d'argent? Des cartes de crédit qu'ils ont prises à votre nom. Et apparemment, Sandra a vendu sa voiture. Mais le plus incroyable, c'est que Kevin Walsh est un informateur du FBI. Il collabore avec les autorités depuis 6 mois pour démanteler un réseau de falsification de documents. Je suis resté sans voix un instant. Vous voulez dire? Votre famille fait non seulement l'objet d'une enquête pour fraude familiale, mais aussi d'une enquête fédérale pour complot en vue de falsifier des documents médicaux. Le FBI possède des enregistrements audio et vidéo de toute la transaction. Ce soir-là, depuis ma suite d'hôtel, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais sans cesse. Confronter chaque membre de ma famille individuellement, mais pas en face à face. J'avais une idée bien plus radicale en tête. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un compte sur la plateforme de streaming en direct la plus populaire du pays.
Mon titre était simple, mais percutant. Une grand-mère dit la vérité sur sa famille. À 20 heures, j'ai lancé mon premier direct. Au début, il n'y avait que 3 spectateurs. Mais à ma grande surprise, le nombre a rapidement augmenté. Bonsoir, ai-je commencé, en regardant droit dans la caméra. Je m'appelle Rose Henderson. J'ai 70 ans, et ce soir, je vais vous raconter une histoire qui changera votre vision des familles parfaites. En 20 minutes, j'avais plus de 500 spectateurs. À la fin de l'heure, ils étaient plus de 3000. Je leur ai tout raconté. De l'adoption de Thomas aux mots secrets du docteur Parker. Des cartes de crédit frauduleuses au plan visant à me rendre folle. J'ai passé les enregistrements, montré les documents que j'avais rassemblés et expliqué chaque trahison dans les moindres détails. Les commentaires en direct étaient majoritairement encourageants. Quelle famille horrible! Madame Henderson, vous êtes une vraie battante. Poursuivez-les en justice. Faites-les payer pour tout. Ma grand-mère a vécu une situation similaire. Merci pour votre courage. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est quand, en plein direct, j'ai reçu un appel. C'était Emma. Mamie, s'il te plaît, coupe ce stream, a-t-elle supplié. Tu nous gâches la vie. Je vous gâche la vie, ai-je répété pour que tous les spectateurs entendent. Vous ne pensez pas que vous avez tous gâché la mienne avant? Mamie, tout le monde nous regarde. Mes amis, mes professeurs, toute l'école. Je ne peux même plus sortir de la maison. Et comment crois-tu que je me sentirais si tu me faisais interner contre mon gré, déclarer incapable mentalement et me voler tout mon argent? Ça n'arrivera jamais. On étudiait juste les options. Étudier les options, ai-je crié, perdant pour la première fois depuis des jours le contrôle que j'avais gardé. Emma, je t'ai élevée depuis que tu étais bébé. J'ai changé tes couches. Je t'ai emmenée à l'école. Je me suis occupée de toi quand tu étais malade. Et tu étais là, à sourire, pendant que tes parents complotaient pour me détruire. Le silence était total à l'autre bout du fil, mais les commentaires fusaient. Dis-lui la vérité. Cette fille est sans scrupules. Madame Henderson, ne vous laissez pas manipuler. Mamie, finit par dire Emma d'une voix brisée. J'ai besoin d'argent pour mes études et pour d'autres choses. Je pensais. Tu pensais quoi, Emma? Que j'étais ta banque personnelle. Que tu pouvais comploter pour me rendre folle et ensuite utiliser mon argent pour payer tes études. Ce n'est pas comme ça. Alors comment ça se fait? Explique-le aux 4000 personnes qui nous regardent en ce moment. Explique-leur pourquoi tu as dit à tes amis que tu avais besoin d'emprunter de l'argent pour payer mes soins médicaux alors que j'allais très bien. Un autre silence, puis à peine audible. Comment le sais-tu? Parce que je ne suis pas la vieille femme confuse que tu crois. Je sais tout, Emma. Absolument tout, y compris des choses sur toi que tes parents ignorent. Quoi? Quelles choses? Des choses qui pourraient ruiner ton avenir bien plus que ce stream. Elle a raccroché aussitôt, mais le mal était fait. Les spectateurs avaient entendu ma petite fille admettre implicitement qu'elle était au courant des complots ourdis contre moi. 5 minutes plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. C'était Thomas, et il était furieux. « Maman, coupe ce stream immédiatement, rugit-il. « Allô, Thomas, dis-je d'une voix douce. Tu veux parler aux 5000 personnes qui nous regardent? C'est de la diffamation. Je vais te poursuivre pour diffamation. » De la diffamation? Est-ce de la diffamation que de diffuser des enregistrements audio où vous prévoyez de me rendre folle? Est-ce de la diffamation que de montrer des relevés bancaires qui prouvent que vous me volez depuis des mois? Ces enregistrements sont illégaux. Pas dans cet état, fiston. Et certainement pas lorsqu'ils sont réalisés pour empêcher un crime. Mais dis-moi, veux-tu expliquer à tous ces spectateurs pourquoi tu as payé 50 000 $ à un faussaire de documents hier après-midi? Le silence fut si long que je crus qu'il avait raccroché. Comment le sais-tu? Parce que Kevin Walsh est un informateur du FBI, Thomas. Félicitations. Maintenant, tu es non seulement visé par une enquête pour fraude familiale, mais aussi pour complot fédéral. Tu mens. Tu veux parier? Regarde les infos demain matin. Ou mieux encore, attends que les agents fédéraux frappent à ta porte. Les commentaires en direct s'enflammèrent.
FBI. 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 Cette famille va aller en prison. Madame Henderson est inspectrice. Justice pour grand-mère. Maman, dit Thomas d'une voix brisée, bien différente de sa fureur précédente. S'il te plaît, arrête ça. On peut encore arranger les choses. On est une famille. Vraiment, Thomas? Répondis-je avec une tristesse sincère. Une famille ne trahit pas. Une famille ne vole pas. Une famille ne planifie pas la destruction mentale de l'un de ses membres. Vous n'êtes pas une famille. Vous êtes une organisation criminelle qui porte le même nom. On vous a donné 45 ans de notre vie. Tu ne m'as pas donné 45 ans. C'est moi qui t'ai donné 45 ans de ma vie. J'ai tout sacrifié pour toi. Et toi? Tu attendais juste ma mort pour hériter de ce que tu croyais me posséder. On a besoin de cet argent, maman. On a des dettes, des problèmes. Et c'est pour ça que tu as décidé de me rendre folle? C'est pour ça que tu as décidé de me voler? C'est pour ça que tu as décidé de gâcher les dernières années de ma vie? Ce n'était pas personnel. Ces 3 mots planaient comme une sentence de mort. Ce n'était pas personnel. 45 ans d'amour, de sacrifice et de dévouement. Et pour lui, ce n'était pas personnel non plus. Tu as raison, Thomas, dis-je finalement. Ce n'était pas personnel pour toi. Et désormais, ce ne le sera plus pour moi non plus. On se reverra au tribunal. Je raccrochai et regardai la caméra. Et voilà, chers téléspectateurs, ma famille, dis-je avec un sourire triste. Demain, je reprendrai ce récit. Bonne nuit. Je terminai la diffusion en direct avec plus de 7000 spectateurs et des centaines de messages de soutien. Pour la première fois depuis des semaines, je m'endormis en me sentant soutenu dans ce combat. Le lendemain matin, mon téléphone explosait de notifications. Ma diffusion en direct était devenue virale. J'avais des milliers de messages de soutien, des centaines de demandes d'interviews de médias et, chose surprenante, des dizaines de messages d'autres personnes âgées ayant vécu des situations similaires. Madame Henderson, disait un message, mon fils a fait exactement la même chose. Merci pour votre courage et d'avoir raconté votre histoire. Vous m'avez inspiré à agir. Un autre disait, je suis avocate spécialisée dans les cas de maltraitance envers les personnes âgées. Votre cas est un cas d'école. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, je suis à votre disposition gratuitement. Mais le message qui m'a le plus marqué venait d'une femme nommée Jane Parker. Madame Henderson, je suis assistante sociale. Hier encore, j'ai empêché l'internement d'un père de 75 ans après avoir vu votre vidéo. Votre courage sauve d'autres grands-parents. Monsieur Bryant m'a appelé à 9 heures du matin. Madame Henderson, j'ai une nouvelle qui va tout changer, a-t-il dit avec enthousiasme. Le FBI a arrêté Kevin Walsh hier soir, et lors de son interrogatoire, il a tout avoué concernant la transaction avec votre famille. Absolument tout. Tout. Non seulement il a admis que Thomas l'avait payé pour falsifier des documents médicaux, mais il a aussi révélé que votre famille lui avait demandé de rédiger un faux testament à votre nom, vous léguant tout et vous déclarant incapable mentalement au moment de la signature. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Un faux testament. Apparemment, le plan était bien plus élaboré que nous le pensions. Il comptait utiliser les faux documents médicaux pour vous faire interner. Ensuite, il présenterait le faux testament. Et enfin, ils attendraient votre décès en maison de retraite pour hériter légalement de tout. Mon Dieu, ai-je murmuré. Depuis combien de temps préparait-il ça? D'après Kevin Walsh, Sandra l'a contacté pour la première fois il y a 4 mois. Ce n'était pas une décision prise à la dernière minute, dans le désespoir. C'était un complot calculé et prémédité. Cet après-midi, alors que j'assimilais ces nouvelles informations dans ma suite d'hôtel, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Emma, et pour la première fois depuis des semaines, sa voix était vraiment brisée. Mamie, on peut parler, s'il te plaît? Juste toi et moi. Pourquoi faire, Emma? Me mentir encore? Me manipuler? Non, mamie. Pour te dire la vérité. Toute la vérité. Je n'en peux plus. Quelque chose dans sa voix me fit hésiter. Je décidai de prendre un risque. D'accord, mais ce sera dans un lieu public, devant témoins.
Et j'enregistrerai toute la conversation. Comme tu voudras. S'il te plaît. Nous nous sommes retrouvés au café du hall de l'hôtel. Emma arriva les yeux gonflés d'avoir pleuré, vêtue négligemment bien loin de la jeune fille soucieuse de son image que je connaissais. Mamie, commença-t-elle avant que je puisse dire un mot, tu dois savoir que je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Jusqu'où, Emma? Jusqu'où pensais-tu que c'était acceptable? Au début, maman et papa parlaient juste de te convaincre d'aller dans une belle maison de retraite. Ils disaient que ce serait mieux pour toi, que tu aurais de la compagnie de personnes de ton âge. Et qu'en pensais-tu? Je pensais qu'ils avaient peut-être raison. La maison est très grande pour toi toute seule, et parfois tu semblais si seule. Elle s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. Mais c'était avant que je sache pour l'argent. Quel argent? Ils ne savaient rien de mes comptes secrets. Non, mais ils étaient au courant de ta pension, de tes économies à la banque du coin, de la valeur de la maison. Maman enquêtait depuis des mois. Elle fouillait tes papiers en ton absence. Elle appelait ta banque en se faisant passer pour toi. Elle est même allée voir ton ancien employeur pour se renseigner sur ta pension de retraite. Chaque révélation était un coup de poignard plus profond. Et quand ont-ils décidé que me convaincre ne suffisait plus? Emma se mit à pleurer. Quand maman a appris que tu pouvais vivre encore 20 ans, elle a dit qu'elle ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Qu'elle avait besoin de l'argent tout de suite. Pourquoi avait-elle besoin de cet argent si urgemment? Pour rembourser les dettes de papa. Il a perdu beaucoup d'argent aux paris sportifs ces 2 dernières années. Il doit plus de 100 000 $ à des gens très dangereux. Une autre révélation choquante. Thomas n'avait pas seulement perdu son emploi. C'était un joueur compulsif criblé de dettes. Et quel rôle as-tu joué dans tout ça? J'avais besoin d'argent pour mes études et pour d'autres choses. Elle toucha inconsciemment son ventre. Pourquoi donc, Emma? Je suis enceinte, grand-mère, finit-elle par avouer. Le père, c'est un homme marié qui ne veut rien avoir à faire avec l'enfant. J'ai besoin d'argent pour décider de ce que je vais faire. Mon cœur se serra pour ma petite fille, mais je ressentis aussi une profonde rage. Et c'est pour ça que tu as décidé de participer à ce complot visant à me rendre folle. Je ne savais pas qu'il voulait te rendre folle, s'écria-t-elle, attirant les regards des autres clients du café. Je pensais juste qu'il voulait qu'un médecin dise que tu avais besoin de soins particuliers. Quelle est la différence, Emma? Je ne sais pas. Je suppose qu'il n'y a pas de différence. Elle pleura en silence pendant quelques minutes. Grand-mère, depuis que tu es partie, tout s'est effondré. Papa et maman ne font que se disputer. Maman dit que c'est la faute de papa à cause des jeux d'argent. Papa dit que c'est la faute de maman parce qu'elle est trop avide. Et moi, je suis prise entre deux feux, enceinte et terrifiée. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me pardonnes. Et je veux que tu saches que si tu témoignes contre maman et papa, je dirai toute la vérité. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Je restai silencieuse, abasourdie par cette proposition inattendue. Pourquoi changerais-tu de camp maintenant, Emma? Parce que papa m'a dit hier soir que si tout tourne mal, ils diront que c'est moi qui ai eu l'idée de voler tes bijoux. Ils diront que je les ai manipulés parce que j'avais besoin d'argent pour la drogue. De la drogue. Je ne me drogue pas, grand-mère. Mais papa dit qu'il est plus crédible de blâmer l'adolescente rebelle que d'admettre qu'ils ont tout manigancé. La trahison ultime. Non seulement ils m'avaient trahi, mais maintenant, ils étaient prêts à trahir leur propre fille pour se sauver. As-tu des preuves de ce que tu me dis? Emma sortit son téléphone. J'ai des enregistrements de toutes leurs disputes depuis ton départ. J'ai des SMS où ils prévoient de me faire porter le chapeau. J'ai des vidéos de maman comptant l'argent de la vente de tes bijoux. Pourquoi as-tu tout enregistré? Parce qu'il y a une semaine, j'ai compris qu'une fois que tout sera fini, ils vont m'abandonner aussi. Je suis mineure. Je suis enceinte. Et je n'ai pas d'argent. Ils auront besoin d'un coupable. Et ce sera moi. Je la regardai attentivement, essayant de déterminer s'il s'agissait d'une nouvelle manipulation ou si j'entendais enfin la vérité. Emma, si tu décides de témoigner contre tes parents, ta vie changera à jamais. Votre relation avec eux sera définitivement terminée.
Ma relation avec eux est déjà terminée, mamie. Depuis le moment où ils ont décidé de m'utiliser dans leur plan contre toi, puis de me sacrifier pour se sauver. Et que veux-tu en échange de ton témoignage? Je veux que tu m'aides à terminer le lycée. Je veux que tu m'aides à prendre la bonne décision concernant ma grossesse. Et je veux que tu m'apprennes à être une femme forte comme toi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une étincelle de la connexion que j'avais avec ma petite fille. Emma, si tu fais ça, si tu m'aides à obtenir justice, je ne t'aiderai pas seulement pour le lycée et ta situation. Je t'apprendrai quelque chose de bien plus précieux. Quoi? Je vais t'apprendre que la vraie famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par la loyauté, le respect et l'amour sincère. Et que parfois, se protéger signifie s'éloigner des personnes toxiques, même si on porte le même nom de famille. Emma tendit la main par-dessus la table. Marché conclu, mamie. Je lui serrai la main, sachant que ce moment marquerait le début de la fin pour Thomas et Sandra. Marché conclu, ma fille. Mais maintenant, tu es mon allié, et les alliés se protègent mutuellement. Es-tu prête à assumer cette responsabilité? Plus prête que jamais dans ma vie. Le jour du procès arriva plus vite que prévu. En 3 semaines, Monsieur Bryant avait monté un dossier si solide que même l'avocat de ma famille, pourtant très cher, leur avait conseillé de plaider coupable pour négocier une peine plus légère. Mais Thomas et Sandra refusèrent. Ils voulaient aller jusqu'au procès, persuadés de pouvoir manipuler le jury en jouant la carte d'une famille aimante prenant soin d'une grand-mère déboussolée. Le jour de l'ouverture du procès, je suis arrivée au tribunal vêtue de mon plus élégant tailleur bleu marine, accompagnée d'Emma, qui avait décidé de s'installer avec moi à l'hôtel pour toute la durée de la procédure. « Tu es nerveuse, mamie ?» m'a-t-elle demandé tandis que nous montions les escaliers du tribunal. « Non, ma chérie, » ai-je répondu calmement. « Je suis sereine. » La vérité finit toujours par éclater. La salle d'audience était bondée. Mon histoire avait fait la une des journaux nationaux après que plusieurs médias aient relayé mes diffusions en direct. Il y avait des journalistes, des caméras et des dizaines de personnes âgées venues me soutenir. Quand j'ai vu Thomas et Sandra à la barre de la défense, je les ai à peine reconnus. Thomas avait maigri et avait de profondes cernes sous les yeux. Sandra paraissait maigre et nerveuse. Le stress de savoir qu'ils risquaient des années de prison les avait profondément marqués. Le procureur a présenté l'affaire avec brio. Il a diffusé les enregistrements audio où il comptait me rendre folle. Il a présenté des preuves de fraude à la carte bancaire. Il a expliqué le complot avec le faussaire. Et enfin, il a apporté la preuve des tentatives frauduleuses d'accès à mon domicile. Mais le moment le plus choquant est survenu quand Emma a témoigné pour l'accusation. Mademoiselle Henderson, lui a demandé le procureur, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu lorsque vos parents ont évoqué leur projet concernant votre grand-mère? D'une voix ferme et claire, Emma a relaté chaque conversation, chaque plan, chaque trahison. Elle a décrit comment ils avaient prévu de changer mes médicaments, comment ils avaient calculé l'argent qu'ils tiraient de ma mort et comment ils avaient décidé de la tenir pour responsable si tout tournait mal. Lorsqu'elle eut terminé son témoignage, un silence absolu s'installa dans la salle d'audience. J'ai vu plusieurs jurés essuyer leurs larmes. L'avocat de la défense a tenté de discréditer Emma, insinuant qu'elle mentait pour m'extorquer de l'argent. Mademoiselle Henderson, n'est-il pas vrai que vous êtes enceinte et que vous avez besoin d'argent? Demanda-t-il d'un ton agressif. Oui, je suis enceinte, répondit Emma avec dignité. Et oui, j'ai besoin d'aide. Mais je ne mens pas pour l'obtenir. Je dis la vérité parce que c'est la chose à faire. Et n'est-ce pas étrange que votre grand-mère vous ait promis une aide financière en échange de votre témoignage? Ma grand-mère ne m'a pas promis d'argent en échange de mon témoignage, répondit Emma fermement. Elle m'a promis son soutien parce que j'avais enfin eu le courage de faire ce qui était juste. Il y a une différence. Quand ce fut mon tour de témoigner, je pris place à la barre, sentant le poids de tous les regards du tribunal posés sur moi. Madame Henderson, me demanda le procureur, pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti en découvrant les projets de votre famille? J'ai eu l'impression de vivre dans le mensonge depuis 45 ans, répondis-je. Ils ne m'ont pas seulement trahi. Ils m'ont fait remettre en question chaque instant d'amour que je croyais avoir partagé avec eux. Ils m'ont fait me demander si je n'avais jamais été autre chose qu'un obstacle entre eux et mon argent.
Et comment vous sentez-vous maintenant? Maintenant, je me sens libre, dis-je en regardant Thomas droit dans les yeux. Libre des mensonges, libre de la manipulation et libre de l'obligation d'aimer des gens qui ne m'ont jamais vraiment aimé. L'avocat de la défense tenta de me faire passer pour une riche femme vengeresse qui exagérait la situation. Madame Henderson, n'est-il pas vrai que vous possédez des millions de dollars dont vous n'avez jamais parlé à votre famille? C'est vrai que j'avais des ressources dont ils ignoraient l'existence, ai-je admis. Mais ces ressources ne justifient en rien le complot visant à me rendre folle, l'usurpation d'identité ou la falsification de documents. Ne pensez-vous pas que votre famille méritait de savoir pour cet argent? Méritait? Pourquoi? Pour avoir orchestré mon internement forcé? Pour m'avoir volé pendant des mois? Pour m'avoir trahi de la manière la plus cruelle qui soit? Le procès a duré 5 jours. Finalement, le jury a délibéré pendant seulement 2 heures avant de rendre un verdict unanime. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Thomas a été condamné à 12 ans de prison pour complot, escroquerie, falsification de documents et maltraitance de personnes âgées. Sandra a écopé de 10 ans pour les mêmes chefs d'accusation, auxquels s'ajoute l'usurpation d'identité. À l'annonce des peines, Sandra s'est effondrée en larmes. Thomas, lui, est resté impassible, le regard vide. Après le procès, alors que nous quittions le palais de justice, un journaliste m'a demandé « Madame Henderson, pensez-vous que justice a été rendue ?» Je pense que justice a été rendue sur le plan légal, ai-je répondu. Mais la véritable justice a été de découvrir qui j'étais vraiment avant qu'il ne soit trop tard pour profiter du reste de ma vie. 6 mois plus tard, j'ai acheté une belle maison à la périphérie de la ville. Elle est plus petite que mon ancienne maison, mais elle est très lumineuse et possède un joli jardin où Emma et moi passons nos après-midi. Emma a terminé le lycée avec d'excellentes notes et a décidé de garder le bébé. Elle étudie maintenant le droit, inspirée par tout ce que nous avons vécu ensemble. Elle dit vouloir se spécialiser dans la protection des personnes âgées. Grand-mère, m'a-t-elle demandé il y a quelques semaines alors que nous jardinions, regrettes-tu parfois d'avoir adopté papa? Je ne regrette pas de l'avoir adopté, ai-je répondu en caressant les fleurs que nous avions plantées ensemble. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté ne doit jamais se faire au prix de l'autodestruction. Et qu'as-tu appris de tout cela? J'ai appris que la vraie famille ne se définit pas par les liens du sang ou les années partagées. Elle se définit par le respect mutuel, la loyauté sincère et l'amour inconditionnel. J'ai appris qu'il vaut mieux être seul et digne que d'être accompagné par la trahison. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Aujourd'hui, à 71 ans, je vis pleinement ma vie. Je voyage, je lis, je me suis fait de nouveaux amis, et surtout, j'entretiens une relation authentique avec ma petite fille, devenue la fille de mon cœur dont j'ai toujours rêvé. Thomas et Sandra ont essayé de me contacter de prison à plusieurs reprises, mais leurs lettres finissent directement à la poubelle, sans être ouvertes. Certaines portes, une fois fermées, ne devraient jamais être rouvertes. Chaque soir avant de m'endormir, je suis reconnaissante pour 3 choses. Envers le docteur Parker qui a eu le courage de me prévenir, envers ma propre force insoupçonnée, et envers la découverte que les fins peuvent aussi être des commencements si l'on a le courage d'écrire sa propre histoire. La bienveillance reste importante dans ma vie, mais je la pratique désormais avec sagesse. J'aide d'autres personnes âgées confrontées à des situations similaires. Je soutiens Emma dans ses études et j'ai créé une fondation pour prévenir la maltraitance des personnes âgées. Mais plus important encore, j'ai enfin appris à m'aimer autant que j'ai aimé les autres toute ma vie. Et cela, mes chers, est la leçon la plus précieuse de toutes.